Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique, émission qui vous est présentée chaque mois par FDV TV depuis l'université Lyon 3. Donc, comme le principe le veut, nous allons étudier une question de droit d'actualité. Et ce mois-ci, c'est le droit constitutionnel qui a retenu notre attention, notamment du fait de l'élection présidentielle. Donc, nous avons eu un premier tour le 22 avril et un second tour qui nous attend le 6 mai. Donc, pour venir parler de ce point qui est hautement politique, nous recevons le professeur Blecher. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur de droit à l'université Jean Moulin Lyon 3 et aussi directeur du Centre de droit constitutionnel. Donc, comme le principe le veut, nous allons d'abord commencer une première question. Donc, avant les questions sur les règles de l'élection, peut-être on peut faire un premier bilan du mandat qui vient de s'écouler. Merci pour votre invitation, merci pour votre question. Alors, il est vrai que le bilan du quinquennat du président Nicolas Sarkozy a été marqué, selon certains, par une hyper-présidence. Et l'analyse des constitutionnalistes consiste précisément à moduler, à modérer, à altérer ce jugement qui est parfois hâtif, qui est largement répandu notamment par les journalistes, mais qui s'avère partiellement faux. Alors, on a parlé d'hyper-présidentialisme durant ce quinquennat parce que c'est vrai, le président de la République a montré qu'il était le chef de l'État, avec un style décomplexé, avec des interventions juridiques assez inédites. Par exemple, il s'est constitué partie civile dans des procès. Par exemple, il a pris la parole devant le Congrès réuni à cet effet pour l'écouter sans pouvoir débattre. Par exemple, il a assuré, pendant quelques années, la fonction de Premier ministre, sans le dire, mais on peut considérer qu'on a assisté à une primo-ministérialisation de la fonction de président de la République, ce qui est inévitablement une dérive ou alors un effet mécanique de la règle du quinquennat. Pour autant, est-ce que le président de la République a été un hyper-président? La réponse est claire, la réponse est non. Il n'a pas été plus président de la République que ses prédécesseurs. C'est par exemple Nicolas Sarkozy qui, par une réforme de 2008, a limité pour la première fois dans les institutions de la Ve République les compétences du chef de l'État. Désormais, le président de la République voit son mandat limité à 2. Désormais, le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, le président de la République n'est plus en mesure de nommer discrétionnairement les membres des plus hautes autorités de l'État, puisque le Parlement contrôle ces nominations. En d'autres termes, on assiste depuis 2008 à un émiettement des compétences présidentielles, qui restent évidemment très importantes, mais qui ne sont plus, comme auparavant, illimitées. Et puis, le contexte a changé. Au début de l'application de la Ve République, le président de la République, le général de Gaulle, Georges Pompidou, voire même Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République avait un pouvoir qui n'était pas limité par d'autres autorités, par d'autres institutions. L'Europe n'était pas développée, comme elle l'est aujourd'hui. Les autorités administratives indépendantes n'existaient pas. Le Conseil constitutionnel, et a fortiori la Cour de Strasbourg, n'exerçait pas un pouvoir aussi resserré sur les lois. Bref, le président de la République était d'une certaine manière véritablement titulaire de l'autorité suprême dans l'État. Or, aujourd'hui, sous la Ve République, le président de la République est soumis à des contraintes. Il doit respecter les collectivités territoriales, qui exercent également des compétences non négligeables en matière de politique publique. Il doit respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et finalement, on s'aperçoit que le grand bénéficiaire du quinquennat, c'est le Conseil constitutionnel. Puisque la réforme de 2008, souhaitée par le président de la République, a instauré une question prioritaire de constitutionnalité qui désormais donne à tout justiciable le droit de solliciter l'abrogation d'une loi qui serait éventuellement contraire à la Constitution. Par conséquent, au niveau du droit constitutionnel, le bilan de ce quinquennat est un bilan qui sera marqué par l'émergence d'une nouvelle forme de questions prioritaires de constitutionnalité, par une revalorisation qui reste en attente du Parlement, puisque une grande réforme est intervenue en 2008 pour revaloriser l'institution parlementaire. Cette réforme, pour l'instant, peine à donner
tout son impact, tous ses effets, et enfin, un président de la République qui a assuré pendant quelques temps, en tout cas pendant les premiers mois de son mandat, la fonction de Premier ministre. D'accord, donc pour vous, si j'ai bien suivi votre raisonnement, pas d'hyperprésidence et comme grand gagnant, le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel qui notamment a pour compétence de veiller au respect de certaines règles en matière d'élection présidentielle. Donc on va, si vous voulez bien, s'attacher à ces règles désormais. On se rend compte que pendant la campagne, ces règles sont souvent critiquées. On pense au parrainage, au temps de parole. Est-ce que, selon vous, ces règles méritent d'être modifiées ? Il est évident que le système arrive à bout de souffle. Les parrainages soulèvent de nombreuses questions, au moins depuis 1995. Depuis que certains maires ont mis aux enchères leur parrainage, ont pratiqué le tirage au sort pour savoir quel candidat ils allaient soutenir, et une espèce de dérive s'accompagne systématiquement lors de chaque élection, visant à faire une chasse aux sorcières contre les maires qui ont soutenu tel ou tel candidat. Récemment, un élu d'un grand parti national a été exclu de son parti au motif qu'il avait soutenu une candidate. On voit bien que ce système arrive à bout de souffle. Pour quelle raison est-ce qu'on avait instauré les parrainages en 1976 ? Essentiellement pour filtrer les candidatures. Parce que l'élection présidentielle, qui est un moment fort de la vie politique, est une élection qui attire toutes les formations politiques. C'est la seule élection, du reste, où un candidat peut obtenir un financement. Dans les autres élections, le candidat doit tout de même avoir un soutien logistique, financier, pour avoir quelque chance de faire campagne. Or, au niveau de l'élection présidentielle, tous les candidats qui sont habilités à candidater au premier tour bénéficient d'une aide de l'État à hauteur de 150 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui explique aussi pourquoi des candidats fantaisistes, comme Jacques Cheminade, ont la possibilité de faire campagne sans être pour cela gênés par les conditions financières liées à cet exercice. Les parrainages doivent être modifiés. Faut-il pour autant les supprimer ? Sans doute pas. Parce que si on regarde le nombre de candidatures lors des élections présidentielles, en France, on s'aperçoit qu'il y a une forme de stabilité. 10 candidats en 2012, 12 candidats lors de la dernière élection, n'est pas un chiffre qui paraît considérable par rapport à un grand État comme la France. Mais la manière dont le parrainage fonctionne mériterait peut-être quelques ajustements. Il y en a deux auxquels on pourrait immédiatement penser, qui seraient simples à mettre en œuvre et qui supposeraient simplement une modification de la loi organique. Premier ajustement, il faudrait que les parrainages soient rendus secrets. Le Conseil constitutionnel est chargé d'en contrôler le respect, la validité, c'est son rôle, il est juge de l'élection présidentielle, mais le fait que le parrainage soit public n'est pas nécessairement une exigence constitutionnelle. Et sur ce point, le Conseil constitutionnel, dans sa décision qu'il a rendue à la demande de Mme Le Pen, de Mme Lepage, le 21 février dernier, a bien indiqué que le parrainage n'était pas du tout un scrutin. En conséquence de quoi, le parrainage pouvait être secret ou ne pas l'être. Ce n'est pas un scrutin, c'est un acte par lequel un élu local décide de soutenir un candidat. C'est un acte démocratique fort. Il ne me paraît pas choquant que le parrainage soit secret. Cela éviterait toutes les dérives que l'on a connues par le passé et cela permettrait, je pense, d'éviter certaines pressions qui pèsent dans les intercommunalités sur les maires des petites communes pour que ceux-ci soutiennent tel ou tel candidat. Et puis, deuxième réforme envisageable, il faudrait ajouter au parrainage peut-être une possibilité pour certaines formations politiques de pouvoir présenter un candidat suite à un soutien, à une pétition d'un nombre suffisamment volumineux de citoyens, une collecte de signatures permettant de parrainer, de faire un parrainage citoyen pour les candidats, comme cela se pratique dans des démocraties voisines, telles que le Portugal, par exemple, qui exige entre 7 000 à 15 000 signatures pour qu'un candidat puisse se présenter à l'élection présidentielle. Mais sur le plan technique, le parrainage citoyen restera délicat à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que désormais, les grandes formations politiques, en particulier les deux plus importantes, vont fonctionner avec un système de sélection par les primaires. Je ne vois pas comment on pourra empêcher un candidat battu à la primaire de solliciter ensuite, s'il obtient un bon score, un parrainage citoyen et de l'interdire de se présenter au premier tour de la présidentielle. Donc,
Le système des parrainages me paraît en bout de souffle. On pourrait très facilement l'améliorer. Faut-il ajouter au parrainage un autre système qui serait le parrainage citoyen? La question mérite d'être posée. D'accord. Donc vous envisagez quelques réformes sur les règles de l'élection. En regardant les programmes des candidats, on se rend compte qu'eux aussi pensent à certaines réformes, et notamment des réformes constitutionnelles. Est-ce que vous pensez que le temps de l'élection est le temps de proposer ce genre de réforme de la Constitution? L'élection présidentielle est devenue une foire aux idées constitutionnelles. Quelques exemples dans cette campagne actuelle. Un candidat veut supprimer le mot race de la Constitution, comme si, mécaniquement, il y avait un lien entre l'insertion d'un mot dans un texte constitutionnel et la disparition du racisme. Un autre candidat veut ajouter la loi de 1905 dans la Constitution. Un autre souhaite modifier le nombre des parlementaires. Un autre souhaite ajouter dans la Constitution des règles introduisant une dose de proportionnelle pour les élections législatives. Bref, nous assistons actuellement, dans cette élection politique, à une inflation de propositions de révision de la Constitution. Il y a là, me semble-t-il, deux défauts, un double risque. D'abord, une atteinte à ce qu'est une élection présidentielle. L'élection présidentielle n'est ni plus ni moins que le choix du futur chef de l'État. Le chef de l'État, en vertu de la Constitution, est le gardien de la Constitution, article 5 de la Constitution de 1958. Mais le chef de l'État n'est pas l'auteur de la Constitution. Il reste un pouvoir constitué. Il doit respecter, veiller à l'application de la Constitution. Que le président de la République décide parfois de modifier la Constitution avec sa majorité législative est une chose, mais que l'élection présidentielle serve de programme constitutionnel pour réviser la loi fondamentale me paraît dangereux. Car, deuxième écueil, deuxième danger, quelle est la différence entre une loi constitutionnelle et une loi? Une loi ordinaire, une loi organique. C'est la manière dont on révise la loi constitutionnelle. Il est bien plus difficile de réviser la Constitution que de modifier une loi ordinaire. Et c'est bien dans cet esprit que les constituants de 1789 ont opéré la distinction entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués. Or, ce discours qui consiste à dire « si je suis élu président de la République, je vais réviser telle ou telle disposition de la Constitution » est un discours qui nie totalement la spécificité de la notion de Constitution et qui est même insultant pour les autres pouvoirs publics constitués parce que le président de la République donne l'image qu'il est en mesure, lui seul, de réviser la loi fondamentale. Or, si je relis l'article 89 de la Constitution, je m'aperçois que le président de la République ne détient que le pouvoir de l'initiative d'une révision. Le Sénat, par exemple, peut bloquer une proposition présidentielle. Le président de la République détient également le pouvoir d'orienter à la fin, au moment de l'ultime étape de la révision constitutionnelle, d'orienter l'adoption définitive de la révision, soit par le vote du Congrès, soit par le choix du référendum constituant. Mais en aucun cas, le président de la République, seul, ne détient le pouvoir de réviser la Constitution. Il en est le garant. Il n'en est pas l'auteur. Il faut donc arrêter de jouer avec la Constitution. Une élection présidentielle, ça n'est pas une élection, ça n'est pas le bon moment, me semble-t-il, pour modifier la Constitution. Merci pour ces éclaircissements et surtout, Philippe Blachère, merci d'être venu sur notre plateau. Quant à moi, je vous souhaite un bon mois et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle interview juridique. Et d'ici là, risquez de penser par vous-même.